Vous avez vu l'épisode 10 de House of the Dragon saison 1 et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici pour la dernière fois de la saison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, ici Mordred et aujourd'hui on fait le décryptage de l'épisode 10 de House of the Dragon. Il y a beaucoup de choses à dire, comme d'habitude on va faire un récap de l'épisode, décryptage, analyse, référence et on fera aussi les différences entre la série et le bouquin Feu et Sang. Il y a beaucoup de choses à dire, alors c'est parti. Première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le parcours de Rhaenyra dans cet épisode 10, qui conclut finalement le parcours de Rhaenyra dans toute cette saison 1. À la fin de cet épisode 10, elle devient finalement la chef de guerre qu'elle doit devenir pour la suite de la danse des dragons, mais l'épisode 10 ne commence pas exactement comme cela, puisqu'il faut d'abord la couronner. Effectivement, il faut couronner Rhaenyra, qui à l'heure actuelle n'a pas encore de couronne, et c'est évidemment Eric Cargyle qui le lui apporte. La couronne de son père, la couronne de son grand-père, donc Jaehaerys puis Viserys. C'est la couronne de Rhaenyra, le symbole est évidemment très fort, c'est un garde royal qui lui donne sa couronne, c'est Daemon qui la couronne elle-même face du coup à ses sujets à Dragonstone alors qu'elle est en train d'inhumer son enfant mort-né, puisque oui, dans cet épisode 10, on a évidemment un parallèle entre l'épisode 1 et l'épisode 10, plusieurs fois d'ailleurs, puisqu'on a le parallèle entre l'accouchement d'Aemma Arryn, la mère de Rhaenyra, et le 6e accouchement, oui c'est déjà le 6e accouchement de Rhaenyra dans cet épisode 10, elle donne naissance à un enfant mort-né, là où Aemma mourait sur le lit d'accouchement, et son enfant, Baelon, mourait un jour plus tard, donc on a Rhaenyra qui survit à cet accouchement, mais à quel prix? Elle perd du coup son unique fille, alors même si la série ne nous le précise pas, c'est une fille en fait qui devait naître pour Rhaenyra, elle devait l'appeler Visenya, et on en parlera plus tard dans les différences notamment. Une référence également à l'épisode 1, quand Otto Hightower amène un symbole de bonne foi d'Alicent, c'est une page déchirée, la page déchirée évidemment par Rhaenyra lorsque Alicent et Rhaenyra sous le Barral sont en train de réviser leur cours d'histoire, c'est cette page-là, la page de l'histoire de Nymeria et de ces 10 000 bateaux que Rhaenyra avait déchiré et donné à Alicent. Désormais Alicent lui envoie cette page, et donc évidemment c'est un symbole, encore une fois, qu'Alicent n'a pas oublié là où était la relation d'Alicent et Rhaenyra à une époque, et que peut-être que cette main tendue et ces termes plus que généreux de la part d'Aegon, mais fomentés évidemment par Otto et surtout Alicent pour que Rhaenyra ne cause pas de guerre, on le sent bien, Alicent est toujours dans l'idée d'avoir une issue pacifique à ce conflit, et Rhaenyra également, puisqu'elle pourrait tout simplement tailler en pièces Otto et sa délégation sur le pont de Dragonstone, ou alors les brûler, puisque Syrax est là, sa dragonne, elle décide de ne pas le faire, et c'est intéressant puisque dans tout cet épisode 10, on a Rhaenyra qui essaye, coûte que coûte, quoi que ça puisse lui coûter finalement, de trouver une option pacifiste à ce conflit, là où Daemon, pour le coup, on y reviendra, est pour le coup beaucoup plus belliqueux et beaucoup plus dans la guerre. La guerre est déclarée pour lui, il faut attaquer. Rhaenyra, elle veut justement trouver des alliés, trouver des soutiens, et surtout une issue qui pourrait ne pas utiliser les dragons et ne pas du coup mettre à feu et à sang le royaume de Westeros. Très intéressant. Elle le dit, je ne veux pas régner sur un royaume de cendres et d'os, donc c'est tout à fait le résumé finalement de la situation pour Rhaenyra, et évidemment il y aura ce point de bascule où finalement ce sont les enfants et les dragons eux-mêmes qui traînent dans le conflit Rhaenyra et qui la forcent à prendre part de façon belliqueuse à ce conflit, puisque Aemond et Lucerys du coup vont être au cœur du lancement, et finalement ils versent le premier sang tous les deux, puisque c'est Aemond et particulièrement son dragon Vhagar, on y reviendra, qui verse le premier sang, celui de Lucerys, qui est donc le fils cadet de Rhaenyra. Et désormais, évidemment, on a ce plan final de cette saison 1, alors assez cliché certes, mais plutôt bien fichu je trouve, où on a Daemon qui va donner la mauvaise nouvelle à sa femme Rhaenyra, lui dire que son fils Lucerys est mort, a été tué par Aemond, et on a du coup ce travelling avant
qui avance et qui nous permet d'effacer petit à petit Daemon du champ. On n'a désormais plus que Rhaenyra au centre de l'image, Rhaenyra qui nous tourne le dos et quand elle se retourne, elle a le visage furieux, déterminé désormais. C'est la guerre, il n'y a pas d'autre solution et évidemment, ça conclut le parcours de Rhaenyra sur toute cette saison 1 où on avait quelqu'un d'insouciant au départ, quelqu'un qui faisait un petit peu fi de ce qu'on devait lui demander et qui finalement choisit désormais, au lieu d'avoir la solution pacifique, elle n'a plus le choix, voilà, son fils a été tué et on le sait, il faut dans cette série, défendre les enfants, c'est un des cœurs du sujet, puisqu'on a 2 femmes qui sont en opposition, ce sont 2 mères qui ont chacune beaucoup d'enfants, et elles seront prêtes à tout pour les défendre, donc évidemment, le fait que son fils ait été tué l'attaque finalement personnellement, et cause finalement le propos de la guerre, c'est que, ben voilà, c'est fini, il n'y aura pas d'option pacifique pour House of the Dragon, il faut désormais se battre. Vous le connaissez, vous l'avez vu dans nombreuses de mes vidéos, mais c'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, ça me ferait très plaisir que vous laissiez un like et un commentaire, ça aide la vidéo évidemment dans le référencement naturel de YouTube. Si vous êtes avec moi depuis très longtemps et que vous n'êtes toujours pas abonné, je sais que vous êtes 80% à regarder mes vidéos et à ne toujours pas être abonné, ça serait peut-être pas mal d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des futures vidéos que je vais faire sur House of the Dragon et Game of Thrones, puisque oui, avant la saison 2, on va continuer ici à parler de Game of Thrones et de House of the Dragon, donc surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et puis, si vous appréciez mes vidéos sur House of the Dragon et sur la pop culture en général, et que vous êtes en mesure de me donner quelques deniers, vous pouvez le faire évidemment sur ma page Utip, qui est faite à cet effet. Ça serait évidemment très apprécié, puisque mes vidéos sont sponsorisées uniquement par mes tipeurs. Merci à eux. Si vous voulez évidemment écouter mon podcast Pop Tier, vous pouvez le faire, on l'a lancé avec un ami et on liste les œuvres de pop culture récentes dans une Pop Tier list et honnêtement ça me ferait plaisir que vous y jetiez une petite oreille. Enfin, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Twitch et peut-être Discord si j'ai eu le temps de le lancer. Tous les liens sont dans la description de toute façon. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, la mort de Lucerys précipite finalement le conflit, la danse des dragons. Alors, on peut éventuellement se poser la question de pourquoi envoyer les 2 enfants de Rhaenyra dans des missions qui sont pour le coup dangereuses. Et pourquoi envoyer Lucerys à l'endroit finalement où il est le plus proche de retrouver Aemond, tout simplement parce que Rhaenyra, elle ne s'imagine pas qu'il va y avoir un problème. Elle s'imagine, comme elle le dit dans l'épisode 10, que l'accueil de Borros Baratheon sera chaleureux. Pourquoi ? Parce que la maison Baratheon est depuis très longtemps partiale à la maison Targaryen et particulièrement à la branche de Rhaenyra, puisque elles sont parentes tout simplement. Elle s'imagine donc que Borros Baratheon va forcément avoir un accueil très chaleureux pour son fils, un prince du royaume, qui va lui apporter une lettre, un message de Rhaenyra Targaryen. Mais elle ne s'imagine pas du tout qu'Aemond Targaryen est également présent et que lui a déjà fait le travail auprès de Borros Baratheon, puisqu'on le voit quand Lucerys arrive dans la salle d'accalmie où Borros Baratheon l'attend, mais en fait on a d'un côté du coup 3 filles de Borros Baratheon, on sait qu'il n'en a 4, et en fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à côté, de l'autre côté du siège, on a Aemond et une autre femme, qui est probablement la 4e fille de Borros Baratheon, qui lui a promise en mariage, donc le pacte de mariage est d'ores et déjà probablement effectif au moment où Lucerys arrive dans la salle d'accalmie, donc au final il n'a absolument aucune chance de faire changer d'avis Borros Baratheon, qui d'ailleurs le reçoit assez mal, de façon très très rustre. Là-dessus, Aemond en profite pour être absolument dans la provocation, là-dessus, il montre aussi ce qu'il y a derrière son cache-œil, il a mis un saphir, comme dans le bouquin, à cet endroit. Bon, il le cache quand même la plupart du temps, mais là, cette fois, voilà, il dit à Lucerys qu'il a une dette envers lui et qu'il veut que Lucerys s'arrache lui-même un œil pour payer sa dette d'il y a plusieurs années. Bon, Lucerys évidemment refuse et finit par quitter les lieux, et on voit évidemment que l'absence de Vhagar est tout à fait énigmatique et surtout terrifiante, puisque si Vhagar n'est pas là, ça veut dire qu'elle est probablement dans les airs. Évidemment, on a Arrax
et Lucerys qui essayent de fuir Vhagar et Aemond, et même si Vhagar est gigantesque et probablement plus lente, elle a une envergure d'aile qui est beaucoup plus importante, et donc elle réussit à rattraper Arrax, qui certes réussit à se faufiler entre les falaises autour d'Accalmie, mais bon, voilà, évidemment, Vhagar réussit à trouver sa cible, trouver sa proie contre la vie de son dragonnier. Aemond, et c'est extrêmement important puisque on a désormais cette sensation que les dragons n'obéissent pas tout à fait à leur dragonnier, ils peuvent avoir leur volonté propre, ce qui est extrêmement intéressant pour la suite de la série, puisque ça c'est un phénomène nouveau, on en parlera dans les différences entre House of the Dragon et Feu et Sang. On le voit, Arrax attaque Vhagar, et Vhagar décide tout simplement de déchiqueter sa cible contre la vie d'Aemond, donc véritablement là, Aemond comprend d'ailleurs à ce moment-là, sur le dernier plan qu'on a de cette séquence, on a Aemond qui a l'air un petit peu perdu pour la première fois depuis un moment, parce que depuis que Vhagar est sous son contrôle, Aemond est vraiment bombe le torse, il est toujours très très fier de lui et très sûr de lui. Là, c'est la première fois qu'on voit se fissurer, puisque il sait ce qu'il a fait. Il a causé finalement la guerre en tuant Lucerys, et ça, évidemment, il sait que Rhaenyra ne peut pas répondre autrement que par les armes, donc évidemment, il sait qu'il est un petit peu dans le mauvais drap. Et au final, c'est assez intéressant d'un point de vue symbole de se dire que la danse des dragons, en réalité, elle est causée alors par les enfants d'une part, Aemond et Lucerys, mais surtout par les dragons eux-mêmes qui, en faisant qu'à leur tête, finalement, font en sorte que les humains sont frappés tragiquement, notamment du côté des Noirs, du côté de Rhaenyra, par la mort, et le fait est que ce sont les dragons qui ont choisi de précipiter ce conflit entre humains. Donc, chose intéressante en tout cas, d'un point de vue symbole, dans la série. L'épisode 10 de House of the Dragon saison 1 est extrêmement intéressant parce que, à l'image de cette table peinte au sein de la salle de Dragonstone, on a du coup finalement un jeu de risque qui se met en place du côté des Noirs, du côté de Rhaenyra. On nous explique, nous spectateurs, quels sont les alliés potentiels de la maison Targaryen du côté de Rhaenyra et quels sont les alliés sûrs et certains qui se sont d'ores et déjà déclarés et qui vont se déclarer. On a véritablement ce côté géopolitique qui nous est expliqué de façon d'ailleurs très maligne, puisque ça se fait pas forcément de façon très bourrative, j'ai trouvé ça plutôt bien fichu. Donc on va faire le point ensemble, on va prendre le temps de voir qui sont à l'heure actuelle les alliés qui sont déclarés pour la maison de Rhaenyra, et on verra que pour l'instant, les alliés du côté des Verts ne sont pas encore connus, du moins du côté de la série. Premier allié extrêmement important, et ça fait partie d'une scène de tension entre Corlys et Rhaenys, c'est Corlys Velaryon qui finalement, selon l'avis de Rhaenys, puisque c'est elle qui le convainc de se déclarer pour Rhaenyra, Corlys Velaryon devient le premier allié, l'allié principal de Rhaenyra dans le futur conflit. Il lui promet le soutien total de la fortune de sa famille, mais aussi de sa flotte, qui, on le rappelle, est extrêmement importante à cette époque-là à Westeros. Et chose intéressante, c'est bien Rhaenys qui le convainc de faire ça, puisqu'elle dit à Corlys que Rhaenyra est la seule à véritablement ne pas se précipiter dans le conflit, et c'est un avantage finalement pour Rhaenyra de la part de Rhaenys, donc il lui donne finalement le soutien d'une maison extrêmement importante à l'époque, alors que la plupart des soutiens déclarés à l'heure actuelle pour Rhaenyra sont assez, on va dire, en dessous que des Hightower bien sûr et des Lannister qui sont pour le coup du côté des Verts. Donc justement pour les seigneurs de moindre importance qui ont été déclarés et qui sont mentionnés dans cet épisode 10 de House of the Dragon, je vais vous les faire rapidement. On a le seigneur Celtigar à Pensil qui est un vassal de Dragonstone. Alors il faut savoir que un petit peu plus tard dans une autre séquence, elle évoque le nom de Lord Bartimos, mais c'est la même personne en fait. Lord Bartimos Celtigar, c'est la même personne tout simplement, c'est le même vassal de Dragonstone. On a également les mentions du seigneur Baremon à Pointe-Vive, qui est un vassal de Dragonstone encore une fois. On a aussi le seigneur Massey de Danse des Pierres, un vassal de Port-Réal pour le coup. On a le seigneur Sombrelin de Sombreval au nord de Port-Réal et à l'ouest de Dragonstone, qui est aussi un vassal de Port-Réal. Et enfin, on a le seigneur Staunton à Repos-des-Freux. Tout ça, évidemment, c'est des seigneurs, on va dire, un peu moins importants et qui sont tous à peu près à même distance de Dragonstone, donc c'est logique que ce soit les premiers à s'être déclarés pour Rhaenyra, mais évidemment, il nous faut des seigneurs d'importance, et puis pour le coup, ça, c'est des seigneurs dont vous connaissez le nom de famille,
puisqu'on a évidemment les Stark à Winterfell qui sont très très importants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup d'épées à donner, mais encore faut-il que Cregan Stark, le seigneur actuel, qui doit avoir 13 ans, un truc comme ça, il est jeune adolescent au moment de cela, au moment du couronnement de Rhaenyra, qui doit finalement respecter la promesse de son aïeul, et au final, c'est une grande question qui va se poursuivre un petit peu partout dans cet épisode 10, c'est est-ce que les grandes maisons vont respecter leurs promesses d'antan, et on le voit, le seigneur Baratheon, Boros Baratheon, ne respecte pas la promesse de son ancêtre, et finalement permet du coup d'avoir un ennemi de plus pour Rhaenyra et un allié de plus pour les Hightower à Port-Réal. Toujours du côté de ces grands seigneurs, on a évidemment Jain Arryn, qui est seigneur du Val d'Arryn, et qui, pour le coup, pourrait être un allié de choix, et Rhaenyra s'imagine qu'elle n'aura pas de mal à la convaincre, puisque, encore une fois, elle est membre de sa famille. Encore faudra-t-il la convaincre, et c'est au prince Jaehaerys de la convaincre, et c'est lui d'ailleurs qui va ensuite aller voir Cregan Stark, et donc on imagine qu'on verra son voyage diplomatique dans la saison 2. Et enfin, gros seigneur dont l'allégeance est encore en question, c'est le seigneur Grover, qui est à l'heure actuelle seigneur de Vivzeg ou Riverrun, que vous connaissez dans Game of Thrones comme étant le siège de la maison Tully. Pour le coup, voilà, on ne sait pas, et visiblement, il est plutôt fluctuant d'un point de vue allégeance, donc on aimerait potentiellement le convaincre à coups de dragon, mais pour l'instant, personne n'est envoyé sur place. Donc si je fais le point du côté adverse, on a du coup les Hightower, les Lannister, mais aussi les Baratheon. Alors il se trouve que pour le coup, tout le parti des Verts contrôle les villes les plus puissantes de Westeros, puisqu'on a Port-Réal bien sûr, on a Port-Lannis du côté des Lannister, et Ville-Vieille, qui sont toutes les trois les plus grandes villes et les villes les plus riches de Westeros à cette époque-là. Je l'ai pas mentionné, mais pour le coup, Rhaenyra peut compter sur 3 gardes royaux. Alors pour le coup, c'est des membres de sa garde Régine, puisque c'est une reine. Nous avons du coup Stéphane Sombrelin, Laurent Marfeu, et enfin Eric Cargyle, qui vient lui renouveler ses vœux de garde royale au moment de son couronnement, puisque c'est lui qui lui donne sa couronne. On a parlé des forces en présence du moins du côté des Noirs, puisque c'est un petit peu plus clair que du côté des Verts pour l'instant. Il faut évidemment parler des dragons, les forces en présence en termes de dragons, puisque c'est la danse des dragons, et on sait que ça va être évidemment très important pour la suite, comme on l'a vu dans toute cette séquence entre Aemond et Lucerys. Alors heureusement, dans cet épisode 10, on a Daemon qui fait le point, Rhaenys également et Rhaenyra. On nous rappelle que du côté des Noirs, du côté de Dragonstone, nous avons évidemment Syrax, la dragonne de Rhaenyra, Caraxès, le dragon de Daemon, nous avons Meleys, la dragonne de Rhaenys, Vermax, le dragon de Jaehaerys. Alors, Arax, il le compte à cette époque-là pour Lucerys, mais bon, on peut le barrer désormais, puisqu'ils sont tous les deux morts à la fin de cet épisode 10. Nous avons également Tyraxès du côté de Joffrey, le jeune prince Joffrey, et enfin Danselune du côté de Baela Velaryon. Bon, on sait que Rhaena n'a toujours pas de dragon, et peut-être qu'elle va réclamer un des dragons qui ne sont pas réclamés à l'heure actuelle, puisque Daemon nous dit que à Lamarck et à Mondragon, donc juste à côté de Dragonstone, il y a 3 dragons qui ne sont pas réclamés. On a Fumée des Mers, bien sûr, le dragon de Laenor Velaryon, on a Vermithor, et enfin Aile d'Argent, qui sont tous les deux à Mondragon, alors que Fumée des Mers est du côté de Lamarck. Enfin, toujours à Mondragon, il nous dit qu'il y a 3 dragons sauvages qui ne sont pas nommés à l'heure actuelle, donc je ne vais pas les nommer en fonction du bouquin, même si on le sait quand on a lu le bouquin. Bref, est-ce que Daemon essaie du coup de dompter un nouveau dragon ? Je ne savais pas que c'était possible. Peut-être qu'il essaie de l'amadouer pour potentiellement le donner à un autre dragonnier, peut-être à Rhaena, ou peut-être à quelqu'un d'autre, on le verra probablement dans la saison 2. Donc au total, ça fait 13 dragons du côté des Noirs, ou plutôt, les Noirs ont accès à 13 dragons, mais en réalité, il y a 7 dragons qui sont sûrs, alors 6 si on enlève du coup celui de Lucerys. Donc au final, la suprématie dragonnière des Targaryens de Dragonstone n'est pas forcément établi, puisque de l'autre côté, on nous dit qu'il y en a 4, et c'est rigolo, puisque pour l'instant, on n'en a que 3 qui sont nommés dans la série, et on va le voir pourquoi. On a évidemment
Feu du Soleil qu'on n'a toujours pas vu dans la série, qui est le dragon d'Aegon Targaryen, on a Songe-Feu, la dragonne de Helaena, et on a évidemment Vhagar, la dragonne d'Aemon. Pourquoi on nous dit 4 alors dans cette séquence où on fait le point sur les dragons dans House of the Dragon épisode 10? Tout simplement parce que il manque un enfant du côté des Hightower. Bref, on verra plus tard s'il apparaît probablement en saison 2, en saison 3, on verra. Dernière chose dont il faut qu'on parle dans cet épisode 10, et c'est important, c'est le personnage de Daemon Targaryen. Et oui, puisque dès le départ de cet épisode 10, quand on nous apprend, quand Rhaenys leur apprend que le trône a été usurpé, Daemon du coup part tout de suite en mode stratège, en mode guerrier. Immédiatement, il prend des décisions. Et d'ailleurs, il essaie de prendre des décisions sans en parler à sa femme, qui elle est en train d'accoucher, et sans Jaehaerys, qui l'a arrêté. Dans ce conseil, il aurait probablement déclaré la guerre sans poser la question à sa femme. Donc il y a vraiment ce côté extrêmement belliqueux chez Daemon dans cet épisode 10, que l'on ressent très très bien, au point d'ailleurs qu'il va se montrer violent face à sa femme, il va l'étouffer du coup avec sa main, va lui prendre par la gorge. Bon, on nous montre bien désormais que Daemon, c'est quelqu'un de chaotique, et c'est pas forcément quelqu'un de bon, comme la plupart des gens sur internet ont tendance à vouloir le penser. Non, on nous montre que c'est non seulement quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, mais en plus, c'est un mari toxique. Donc voilà, alors, je suis pas forcément d'accord sur le fait que il n'est pas capable d'aimer, pour le coup si il le montre, mais il a une façon de s'opposer à sa femme dans cet épisode 10 qui pose question évidemment. Du côté de la stratégie, sa stratégie à Daemon, c'est de prendre Harrenhal, le plus grand château du Conflant, et faire en sorte du coup que ses alliés se rapprochent de lui à Harrenhal. C'est un petit peu l'endroit où il va récupérer la plupart de ses armées, amasser ses armées, donc forcément pour lui c'est une prise de choix, donc on va probablement voir ça en saison 2, on imagine qu'il va emmener Caraxès sur place. Chose intéressante justement sur cette phase où Daemon est violent avec sa femme, elle lui parle de la prophétie de la glace et du feu que Aegon a transmis via Viserys, Aegon le Conquérant bien sûr, et elle comprend en fait que Viserys n'en a jamais parlé à son frère, et que Daemon est complètement en dehors de cette discussion-là, et en dehors aussi de ces considérations-là. Lui considère que ce sont des rêves, des présages, et que quand on pense trop à ces choses-là, on finit par être aveuglé à la véritable réalité de ce qui est en train de se passer. J'ai noté plein de choses en termes de différence entre Feu et Sang et House of the Dragon épisode 10, donc je vous fais comme d'habitude une petite liste de ce que moi j'ai noté. Alors la première chose évidemment, c'est que Stephen Sombrelin est déjà à Père Dragon dans la série, alors qu'en réalité, il quitte la garde royale avant le couronnement d'Aegon dans le livre. Donc encore une fois, un petit changement, voilà, qui n'appelle pas forcément beaucoup critique, mais ici du coup, Stephen Sombrelin est véritablement juré à Rhaenyra avant même que le couronnement soit usurpé tout simplement. D'ailleurs, dans le livre, c'est Stephen Sombrelin qui ramène la couronne de Viserys à Rhaenyra, alors qu'ici dans la série, c'est Eric Cargyle qui le fait. Dans la série d'ailleurs, le couronnement de Rhaenyra a lieu avant à peu près toute chose, et en réalité, dans le bouquin Feu et Sang, justement, le couronnement a lieu après que la stratégie soit emmenée par Daemon et Rhaenyra, donc voilà. Encore une fois, changement de timeline, rien de spécifique à critiquer. En tout cas, on va noter encore une fois que la série change beaucoup ce qui se passe du côté de Rhaenyra d'un point de vue psychologique, d'un point de vue volonté, puisque dans le livre, en réalité, Rhaenyra, les premières décisions qu'elle prend, c'est de déclarer Otto et Alicent des traîtres au royaume, alors que dans la série, pour le coup, c'est vraiment une volonté pacifique dans tout l'épisode 10, d'essayer d'arrondir les angles le plus possible, d'essayer de rapporter, de rameuter des alliés, et ensuite de faire en sorte que les Hightower déposent les armes, et donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sang versé. C'est pas du tout le cas, du coup, dans le livre, puisque Rhaenyra, dès le début, dit tout simplement qu'elle veut la tête d'Aegon, notamment. Et oui, parce que dans la série, en fait, l'enfant de Rhaenyra est mort-né, certes, mais elle ne prononce pas
pas la suite de Feu et Sang, puisque dans Feu et Sang, en réalité, l'enfant est certes mort-né, alors on va en plus expliciter le fait que dans cet instant, l'enfant est mort-né certes, mais en plus il est difforme, il a une queue un peu écailleuse, il a un trou au niveau de la poitrine, là où devrait se situer le cœur, et au moment justement de cette naissance mort-née, de cet accouchement morbide, on a Rhaenyra qui en veut à Alicent et à Otto Hightower, qui dit immédiatement en fait que c'est à cause d'eux que son enfant est morte, et elle dit que elle aura la tête d'Aegon pour ce qu'il lui a fait. Dans House of the Dragon épisode 10, on a Otto qui vient avec une délégation sur le pont de Père Dragon pour livrer du coup les termes de son petit-fils, et en réalité ça n'existe pas dans le livre. En réalité, il y a effectivement une délégation qui est emmenée à Père Dragon pour livrer les termes d'Aegon, mais Otto n'est pas du tout là, on n'a que le Maître Orwyle qui est là, donc voilà. Évidemment un choix qui se comprend, hein, bien sûr, puisque le personnage d'Otto Hightower est beaucoup plus travaillé dans la série que le personnage du Maître Orwyle, c'est logique. Changement d'héraldique également dans la série, puisque le dragon à 3 têtes d'Aegon devient vert et pas doré comme dans le livre. Voilà, c'est un choix qui a été fait. Pourquoi pas? Donc par opposition, du coup, on aura le dragon rouge à 3 têtes de Rhaenyra et le dragon vert à 3 têtes d'Aegon. Bon, la couleur verte, évidemment, a été choisie de façon évidente pour faire référence au Hightower. Pas mal de petits détails qui changent au niveau de Daemon. Daemon, dans le livre, ne demande jamais le renouvellement des vœux de Sombrelin et de Marfeu, qui sont tous les deux des gardes royaux. Mais bon, ça c'est logique, puisque au final, le livre donne très très peu de détails sur ces moments-là et donne véritablement les grands moments de toute cette séquence-là. Autre chose, Daemon ne se montre jamais violent envers Rhaenyra de mémoire dans le livre, donc ça pareil, c'est une invention de la part des scénaristes qui visiblement ont des choses à dire autour de Daemon. Enfin, dans le livre, c'est Daemon qui est annoncé comme protecteur du royaume, alors que dans la série, Rhaenyra est véritablement nommée protectrice du royaume, ce qui est du coup une petite différence avec le livre. Chose intéressante autour de la flotte de Lamarck, on nous explique en réalité que le grand adversaire de la flotte Velaryon, ce sera la flotte Lannister. Chose intéressante, dans le livre, c'est une autre flotte d'une autre maison qui est mentionnée, c'est la flotte des Greyjoy, donc peut-être que ça va passer à la trappe dans la série. Autre chose, Lucerys qui ne veut pas de Lamarck en héritage, ça c'est une nouveauté puisque ça n'est jamais évoqué dans le livre. Enfin, et je vais terminer là-dessus, sur toute cette séquence autour de Aemond et Lucerys, ce qui est intéressant, c'est que le livre nous donne un détail assez intéressant sur le fait que Aemond provoque Lucerys parce que lui-même a été provoqué par une des filles de Boros Baratheon qui, grosso modo, le traite de couard en lui disant « mais en fait, prends-toi à Lucerys et fais en sorte d'être un homme ». C'est exactement ce qu'elle lui dit, grosso modo, et là, c'est complètement éludé dans la série, puisque c'est Aemon lui-même qui choisit de provoquer Lucerys. Et d'ailleurs, finalement, dans le livre, on n'évoque pas le fait que les dragons Vhagar et Araxes ne répondent pas à leur dragonnier. Ici, c'est un choix de la série de nous montrer que les dragons ont une volonté propre, et que finalement, quand on regarde en l'état, ce sont les dragons qui causent eux-mêmes la danse des dragons, comme je vous le disais. Je vais terminer cette longue vidéo avec mon avis sur l'épisode 10 de House of the Dragon, saison 1. Pour être honnête, je commençais à m'inquiéter que la mort de Lucerys n'arrive qu'en saison 2. Au final, son meurtre par Aemon et Vhagar arrive au bon moment, juste avant la fin de la saison 1, qui s'impose désormais comme une saison de présentation. En effet, tous les enjeux et les personnages principaux sont désormais en place, et maintenant que Rhaenyra est poussée au conflit armé, la guerre peut commencer. J'ai apprécié cet épisode 10 pour beaucoup de raisons. Le parcours de Rhaenyra sur cette saison 1 trouve ici un vrai point final à sa transformation en futur chef de guerre. De même, le rappel des forces en présence était bien nécessaire pour bien comprendre où on en est politiquement, mais aussi en termes de dragons, de part et d'autre chez les Verts comme chez les Noirs. C'est plus facile à écrire dans un livre que dans une série, et j'ai trouvé que pour le coup c'était plutôt pas mal fait ici. La séquence finale à Accalmie m'a aussi bien tendu comme il fallait, malgré le fait que je savais exactement ce qui allait se passer. Et ça c'est un point positif que j'ai retrouvé tout au long de cette première saison. Je reste un peu surpris par l'écriture de Daemon et son côté chaotique, il y avait peut-être de meilleurs moyens de nous montrer que ce n'est pas un homme bon qu'en le montrant violent avec sa femme. Au moins j'imagine que les amoureux de Daemon comprendront ici que ce n'est pas forcément le meilleur homme qui soit, et de toute façon il n'y a pas de personnage fondamentalement bon dans cette histoire, il va falloir qu'on s'y fasse.
Cet épisode marque la fin de la saison 1 et aussi le début d'une longue attente avant la sortie de la deuxième saison qui devrait commencer son tournage début 2023. Je ne m'attends donc pas à ce qu'on puisse la découvrir avant 2024. Je suis d'ores et déjà pris d'une certaine mélancolie à l'idée que notre rendez-vous de l'épisode du lundi est terminé pour un long moment, mais je compte bien continuer à vous faire des vidéos sur le sujet, ne vous inquiétez pas, on s'en parlera d'ailleurs prochainement peut-être dans une vidéo FAQ. Je pense que je ferai un jour un retour plus global sur cette saison 1, mais cette vidéo est déjà assez longue comme ça, je vous laisse cependant avec l'assurance que je continuerai à parler de House of the Dragon et Game of Thrones après la diffusion. Voilà, c'est avec une certaine émotion que je vous laisse sur ce décryptage de l'épisode 10 de la saison 1 de House of the Dragon. On les aura tous faits du coup, on les aura tous décryptés, ces épisodes de House of the Dragon. Ça s'est bien passé, j'ai l'impression, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, ça aide la vidéo. Et puis si vous êtes toujours là et que vous n'êtes toujours pas abonné, considérez peut-être le fait de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos avant la saison 2 de House of the Dragon. On a évidemment une longue attente qui nous attend, mais je compte bien, j'ai pas mal d'idées pour vous proposer pas mal de vidéos sur le sujet de House of the Dragon et de Game of Thrones. Donc, si vous voulez les voir et être prévenu, le meilleur moyen c'est l'abonnement et la petite cloche, bien sûr. Si vous êtes en mesure de m'aider financièrement, vous pouvez le faire sur ma page Utip qui est ouverte à cet effet. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également m'écouter dans le podcast Pop Tier où l'on liste la pop culture. Et puis bon, bah moi voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouve très prochainement, je vous le promets, pour parler de pop culture en général et puis aussi de Game of Thrones et de House of the Dragon. Très prochainement d'ailleurs, demain à 21h, un live sur cette chaîne et sur la chaîne de Mr. Grimes pour parler de l'épisode 10 et de la saison 1. Donc ne ratez pas ça. D'ici là, on se donne rendez-vous très bientôt et puis portez-vous bien. Salut à tous.